que nous avons pris pour la première fois en 2004 à Guadalajara, une idée qui est partie du Forum social européen à Paris, enfin c'était à Ivry en 2003, où nous avions fait un débat sur les questions de l'Europe et de l'Amérique latine, et nous avions évoqué à cette époque-là l'importance des rapports entre l'Europe et l'Amérique latine. Une époque où on parlait beaucoup de l'ALCA, on parlait beaucoup des rapports entre l'Amérique latine et les États-Unis, avec la volonté des États-Unis de mettre un traité de libre commerce sur l'ensemble du continent américain, et la bataille qui se menait. Et nous, on était un certain nombre, après l'accord passé entre le Mexique et l'Europe, à voir les conséquences de cet accord et à se dire que dans ces conditions-là, il ne fallait pas se laisser piéger. Les investissements et les capitaux européens qui étaient et qui sont majoritaires en Amérique latine avaient des conséquences aussi fâcheuses et aussi néfastes que ce que nous avons pouvons voir pour ceux qui viennent des États-Unis. De surcroît, il y avait une tentation aussi de voir à travers l'Europe une plus grande intérêt sur les questions qui ont trait aux droits de l'homme, et de fait d'ailleurs l'article 1 de ces conventions démarrait par un article sur les droits de l'homme, et donc pouvait donner le sentiment que les traités de libre commerce faits avec l'Europe pouvaient être de nature différente que ceux qui sont faits avec les États-Unis. Nous avons donc essayé de démonter toute cette logique et montrer tous les aspects qui pouvaient être néfastes. Et nous avons concrétisé ça dans une première initiative lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement latino-américains et européens à Guadalajara. Nous avons créé les conditions d'un sommet parallèle. Nous étions un certain nombre de France et de quelques autres pays d'Europe, et puis pour l'essentiel, au-delà des Mexicains, des membres de l'Alliance sociale continentale. Et à cette occasion, où nous avions eu d'ailleurs la présence d'Evo Morales, qui était présent à Guadalajara en 2004, où nous avions commencé à travailler sur les bases du renouveau, notamment à travers ce qui se passait au Venezuela et sur les mouvements qui étaient en train de se poser. Et fort de cette expérience de 2004, nous avons été dans le même esprit en 2006 à Vienne. Et là, s'est mis en place non seulement ce sommet, ce contre-sommet qu'on a appelé El Lanzado Alternativas de Guadalajara, et qui a donné le nom à un réseau qui s'est créé dans le même temps, en 2004 à Londres et en 2005 à Porto Alegre. Ce réseau Europe-Amérique latine bicontinental, El Lanzado Alternativas, a donné son nom aussi, donc ou a pris le nom de ce sommet des peuples dont la deuxième version a eu lieu à Vienne, avec un fort soutien syndical, notamment autrichien, mais au-delà, un rassemblement qui portait sur un nombre plus important d'Européens et de Latino-Américains présents. À cette occasion, peut-être que Brelot y reviendra parce qu'il a beaucoup travaillé sur cette question, on a eu la première session du tribunal permanent des peuples. L'idée, c'était de faire en sorte que nous puissions non seulement parler en théorie, si je puis dire, des questions économiques, sociales et politiques entre l'Europe et l'Amérique latine, mais aussi de les porter sur les conséquences posées par les gens. Et c'est comme ça que nous avons invité un certain nombre de cas qui pouvaient se prévaloir d'une réelle atteinte à leurs droits et à leur situation locale, soit de travailleurs, soit d'environnemental ou autre dans le secteur d'une entreprise, toutes dirigées par des multinationales européennes. Nous avons voulu montrer par l'exposé de ces cas concrets, avec une séance organisée comme un tribunal de type tribunal Bertrand Russell, qui permettait d'analyser avec des gens
compétent les situations et de donner un avis et de rendre, non pas des verdicts, mais des attendus en tout cas, sur les cas proposés, et donc d'émettre des propositions. Et partant de là, je crois qu'il y avait eu déjà une vingtaine de cas à Vienne, notamment, je pense, pour ce qui nous concerne avec Suez et quelques autres entreprises. Nous sommes repartis en 2008 à Lima pour la troisième session. Lima, où on a fait coïncider le sommet des peuples originaires qui avait lieu à cette époque-là, en même temps que le sommet officiel, avec notre contre-sommet de Lançado Alternativa. Ce qui fait que ça a été un sommet particulièrement important. On était plus de 30 000 à Lima, et il y a eu une véritable un véritable bouleversement un petit peu des rapports, et je crois qu'à Lima, c'est la seule fois où on a eu une couverture médiatique qui était relativement de bon niveau, parce qu'on a réussi, avec une énorme manifestation, à faire en sorte que ces questions soient posées avec force, avec le soutien des organisations politiques et syndicales, et puis avec énormément de mouvements sociaux. Et puis la délégation d'ailleurs française était aussi importante à Lima, elle a toujours été importante, toujours été une des plus importantes. Et puis de Lima, la quatrième session a été Madrid, en 2010. Madrid, où la situation commençait à devenir délicate en Europe. La crise pointait bien son nez. Et puis nous avions effectivement, la troisième session, puisque on était à la troisième session de ce tribunal permanent des peuples. Alors l'objectif a été de tirer des enseignements à partir de ces trois sessions et d'essayer de faire vivre ces trois sessions. Il faut reconnaître que c'est pas aussi simple que ça, de faire vivre ces trois sessions et ces attendus que vous trouverez tous sur le site de Lançado Alternativas. Donc je vous invite vraiment à aller vous informer sur ces différents cas et ces différents moments d'investigation qui ont été ceux de Vienne, Lima et Madrid. Madrid a été aussi un moment important de mobilisation européenne. Nous étions aussi une très forte délégation européenne avec une très forte délégation française. Et dans tous les cas, dans les quatre situations, nous avons souhaité faire en sorte que nous ayons, nous, Français, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle la délégation française a toujours été la plus importante, une organisation en France qui soit comparable à ce que nous voulions créer à l'échelle de l'Europe et de l'Amérique latine. C'est-à-dire, non pas que ce soit une organisation qui porte dans un pays l'initiative, mais que ce soit vraiment un collectif qui porte l'initiative dans le pays en question. Et c'est comme ça que depuis le point de départ, nous avons toujours essayé de créer à travers le collectif d'initiative français, le CIF, comme on l'appelait, alors CIF Vienne, CIF Lima, Madrid et Santiago de 2013, nous avons essayé de créer les conditions pour rassembler le plus largement possible, parce que, on le sait bien, ces questions-là ne sont pas des questions qui sont toujours évidentes, et que, ma foi, l'éclatement des forces autour des rapports entre l'Europe et l'Amérique latine n'entraîne pas des mobilisations. Déjà, en se regroupant, c'est pas toujours évident. Alors, on imaginait en étant chacun de notre côté. Donc, la volonté était celle-là, avec le souhait de porter ces questions qui sont ces questions des traités de libre commerce, ces questions de l'économique, ces questions des investissements, des responsabilités politiques des transnationales. Surtout que dans le même temps où les transnationales agissent, les politiques en Amérique latine ont voulu essayer de reprendre un certain nombre de leurs droits. Je pense notamment à la Bolivie, à l'Argentine ou à l'Équateur. Et de fait, des recours ont lieu régulièrement contre ces pays par les multinationales dans des lieux comme le CERDI ou dans d'autres structures. Et de fait, cela crée une situation où il y a à la fois des lieux
de contestation possible pour les transnationales, alors que dans le même temps, et c'est ce que pointait le TPP, Tribunal permanent des peuples, il n'y a aucun lieu où les travailleurs ou les populations qui subissent les conséquences des multinationales puissent, elles, se plaindre et porter plainte au niveau international de ces conséquences économiques, ce qu'on pourrait appeler des crimes économiques, des crimes contre les peuples économiques. Et c'est ce que a pointé notamment le TPP par les différents cas et les études qui ont été faites, cette responsabilité des États, cette responsabilité d'un certain nombre d'institutions comme le FMI, la Banque mondiale, etc., dans ce rapport trouble entre les transnationales et les mouvements et les situations locales. Et à partir de là, c'est vrai que nous avons mené beaucoup de combats et nous avons encore à mener beaucoup de combats sur, notamment, je pense au traité de libre commerce Pérou-Colombie, qui, de par la bataille que nous avons menée, même s'il est passé il y a quelques semaines au Parlement européen, nous avons obtenu que pour qu'il soit ratifié, il faut qu'il le soit par chacun des pays membres de l'Union européenne. Alors ça déjà va prendre un peu de temps, mais dans le même temps, ça oblige chaque pays, les parlementaires, à se positionner sur ce traité. Et nous espérions, nous souhaitons, en tout cas, ce que nous pouvons espérer, c'est qu'il y ait une mobilisation dans notre pays qui fasse en sorte que, en tout cas, on oblige au débat réel et pas une ratification qui se fasse comme ça à la va-vite, mais qu'il y ait un vrai débat qui ait lieu sur les conséquences de ce traité de libre commerce pour le Pérou et la Colombie. Et puis, ça nous amène à un autre aspect que l'on a vu et qui était, mais Broglio reviendra par rapport au sommet officiel, mais que nous avons évoqué dans le contre-sommet, c'est finalement les conséquences que ces investissements aujourd'hui, qui sont vus d'une manière très positive par les transnationales, les grands groupes européens, parce que dans ces pays émergents qui sont les pays latino-américains, aujourd'hui, ils y voient un marché potentiel pour y mettre l'ensemble des investissements qu'ils ne mettent pas en Europe notamment. Et donc, on est doublement perdant. Perdant ici en France et en Europe par la perte d'emplois, par la perte d'entreprises, et on ne connaît pas de jour sans qu'il y ait des plans sociaux. Et puis, ce qu'on appelle des plans sociaux. Et puis de l'autre côté, en Amérique latine, des pressions énormes sur les emplois, sur les salaires, sur les conditions de vie, avec la question qui a été aussi un des points très importants qui a été discuté lors de ce contre-sommet pour ce qui nous concerne, c'est toutes les questions qui ont trait à l'extractivisme. Rodrigue peut-être reviendra tout à l'heure, parce que c'est très fortement lié à la question de l'eau, et toutes ces questions du droit de l'eau, où des entreprises, là encore, françaises, prennent le marché sur l'eau au détriment des populations. Ça nous amène aussi aux questions des droits des peuples originaires. Ces questions sont venues aussi très fortement. Je pense que c'était pas à la hauteur de ce qu'on a pu connaître à Lima, mais il y a eu quand même une certaine mobilisation, alors beaucoup plus centrée bien sûr sur les peuples mapuches, sur les peuples de Bolivie qui étaient dans un double discours, à la fois celui d'une reconnaissance du résultat de leur action en ayant porté un président d'origine indigène à la tête de leur pays, et de s'être donné une nouvelle constitution, mais en même temps les difficultés qui rencontrent néanmoins aujourd'hui, les contradictions plutôt qui se font jour et qui sont présentes. Mais cela étant, ça a été une discussion. Enfin, moi, j'ai assisté à un débat entre Boliviens, par exemple, et Mapuche sur l'importance de s'impliquer politiquement dans le pays ou pas, et sur comment finalement transformer une bataille qui est une bataille de territoire en une bataille politique à l'échelle d'une nation. C'est des sujets qui étaient très intéressants, qui ont été au point, qui ont été un fil un peu conducteur. Parmi les autres sujets qui ont été abordés, il y a eu beaucoup les sujets
de par la nature, si je puis dire, aussi beaucoup de ce qu'a été cette Combrée. Car il faut voir aussi que cette Combrée, à la différence des autres Combrées, d'abord a été essentiellement organisée par les Chiliens, c'est-à-dire que dans les Combrées précédentes, il y avait un comité international très fort qui rassemblait les latino-américains, ceux du pays qui organisaient, et les Européens, quel que soit l'endroit où ça se faisait, en Amérique latine ou en Europe. Et donc, il y avait une vraie co-élaboration. Pour cette fois-ci, pour des raisons du fait que, il me semble que l'Alliance sociale continentale a perdu en puissance et en efficacité, et puis peut-être aussi de la part de la volonté des associations chiliennes qui, sur le tard, parce qu'il faut voir que la Combrée s'est organisée quasiment vers le mois de septembre-octobre 2012, alors que d'habitude c'est plus de 6 à 8 mois, 10 mois pour organiser une Combrée, pour qu'elle soit co-élaborer le plus largement possible. Là, ils l'ont fait quasiment en 3-4 mois. 3-4 mois qui ont été mis à profit pour néanmoins rassembler le plus largement possible. Je crois que toutes les différents secteurs de lutte, d'action au Chili étaient présents. Mais il est vrai, même si les partis politiques aussi, il y avait présence des Verts, présence du PC, présence d'autres organisations liées à la 4e internationale ou à d'autres choses. Il y avait donc une certaine diversité. On a ressenti quand même une forte mobilisation centrée sur le mouvement social, avec la présence de la COUT, qui a assuré, si je puis dire, le lien entre ces organisations sociales et le mouvement politique général au niveau du pays. Il n'en reste pas moins que on le retrouvait à travers les sujets traités. C'est vrai qu'on a beaucoup moins mis l'accent, même si la déclaration finale revient là-dessus. Dans les débats, l'accent a été moins mis sur les questions traditionnellement portées par l'Avanzado Alternativa, ce qui était d'ailleurs pas directement présent en tant que tel, et pour cause. Donc on a eu des discussions qui ont beaucoup aussi traversé donc les questions de citoyenneté, les questions de droits de l'homme, les questions qui ont trait aux questions environnementales, questions des femmes, bien sûr, beaucoup. Droit des femmes à disposer de leur corps, liberté d'avortement, de contraception, etc. Mais voilà, on a la Combrée s'est organisée d'une manière assez efficace, et pour prendre que l'exemple de la déclaration finale, son élaboration, son écriture a été souhaitée par les organisateurs comme écrite par la base et amenée jusque à son niveau par un système de ruches, c'est-à-dire des petits groupes qui délèguent petit à petit et qui concentrent la parole avec des rapporteurs, et au fur et à mesure on élabore sur 4 axes, sur 4 thématiques. Et le débat a amené effectivement à une déclaration que vous pouvez, si vous laissez vos mails, on pourra vous faire parvenir, puisqu'on l'a traduit, on l'a en français depuis hier, et donc on peut vous la faire parvenir. Donc voilà, un moment qui a été un moment important, où ont été, je crois, il m'a semblé que c'était un moment politique aussi important, puisque nous sommes dans une période électorale proche, et de fait, il semblerait que nous orienterons vers un cartel d'organisation, enfin une sorte d'union de la gauche, dans un climat, je le disais tout à l'heure, de célébration des 40 ans du coup d'État. Coup d'État et ses 40 ans étaient aussi bien présents pendant cette Combrée. Souhait de ne pas oublier, mais de ne pas oublier d'une manière, j'allais dire, d'une manière vivante, d'une manière d'aujourd'hui, et pas seulement dans le passé, dans l'historique. Et notamment ne pas oublier
que cette constitution-là est aussi celle qui est porteuse des difficultés, par exemple, des jeunes étudiants à travers le programme sur l'éducation. Elle est porteuse d'une démarche ultralibérale qui a servi de laboratoire pour l'ensemble du monde capitaliste et du monde néolibéral. Et de fait, les Chiliens et la discussion qui a eu lieu a bien mis en évidence avec le fait que pour la première fois, c'est quand même le CELAC qui se réunissait avec l'Union européenne. D'habitude, c'était des pays d'Amérique latine et l'Union européenne. Là, il y avait quand même deux forces avec des logiques différentes qui s'est retrouvée, si je puis dire, un peu d'une manière, exemplaire ou symbolique, avec le fait que c'est Raúl Castro qui prend la présidence pour un an du CELAC, ce qui a déclenché naturellement au Chili des vagues de protestation et de provocation qui essayaient d'occulter à la fois notre propre Cumbre, parce que je pense que c'était aussi un des moyens de l'occulter, et puis de même temps d'essayer de porter de l'ombre au CELAC qui a dans les mois à venir des sujets importants et graves à traiter. Je pense notamment à tas de questions comme notamment la paix en Colombie, mais les questions aussi du Mercosur et de son ouverture, etc. Donc, et ça, Broglio va revenir. Voilà, je vous ai essayé de brosser un petit peu ce que le ressenti et cette Cumbre dans son histoire et de l'importance qu'elle a, parce que et je terminerai là-dessus. Je crois que le fait qu'elle s'est tenue et que donc la prochaine aura lieu en 2015 à Bruxelles, et je pense qu'on aura l'occasion, nous, puisque c'est très proche de nous, Bruxelles, et que les copains belges comme nous-mêmes, je crois qu'on a des forces suffisantes en Belgique comme en France pour organiser une Cumbre, permet de faire qu'il n'y ait pas eu de discontinuité, que nous avons pu dire, notamment au moment où pour nous il y avait un gouvernement socialiste qui, au passage, n'était pas à la hauteur, enfin, je ne sais pas pour lui dira, mais nous, ce que j'ai ressenti moi à travers la presse et à travers les déclarations, n'était pas à la hauteur de ce qui aurait pu être son message. Et on s'est retrouvé avec un gouvernement qui, au passage, ne nous a pas non plus reçus. Ce qui se faisait dans les précédentes, nous étions reçus, la Cumbre a été reçue par la Cumbre de l'Europe reçue par le sommet officiel. Néanmoins, nous avons tenu avec Rodrigue, avec Julien et Ricardo, à rencontrer l'ambassadeur de France, ce que nous avons fait le mardi qui suit, et nous avons pu lui faire part de nos préoccupations. Et alors là, on a eu une sortie de l'ambassadeur, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas à la hauteur ou bien si c'était volontaire de sa part, qui nous a un peu effarés sur, y compris une justification de la politique menée par l'Union européenne, sans différenciation avec qui que ce soit, considérant dans une logique et en disant, vous comprenez, parlant des nationalisations en Argentine, vous comprenez, il faut bien qu'on défende nos intérêts. Et imaginez quand même, vous imaginez, ils n'avaient aucune raison de nationaliser. Voilà, c'est ambassadeur qui se permet de dire ça à des gens qui... soit c'était de la provocation, soit c'était d'idiotie, mais en tout cas de cause, nous, en tout cas, on a essayé de lui faire part, notamment de notre souhait qu'il intervienne, mais peut-être Rodrigue viendra là-dessus, qu'il intervienne sur les droits des Chiliens immigrés pour qu'ils puissent avoir droit de vote, car c'est une bataille qui commence à être menée, mais il en reparlera. En franco-chilien lui-même, il en parlera mieux que moi. On a évoqué aussi les 40 ans. On a souhaité que ces 40 ans ne se fassent pas sans les gens, car la tentation était de faire
j'allais dire, des 40 ans, des moments un peu, j'allais dire, festifs et entre belles personnes, alors que nous pensions qu'il fallait que les 40 ans de dictature devaient se faire avec tous ceux qui ont subi la dictature au Chili, comme ceux qui, bien sûr, ont été exilés, et notamment aussi ceux qui les ont soutenus, comme nous, comme Secours populaire, Secours catholique et bien d'autres, la CIMA, etc., qui ont apporté leur aide de solidarité. Et c'est cela que nous allons essayer de nous porter avec la coordination des 40 ans que nous avons mis en place avec Donde Están pour l'Uruguay et les ex-prisonniers politiques chiliens pour le Chili. Donc voilà, on a parlé de tout ça avec l'ambassadeur, on a parlé aussi des Caimanes, on a parlé des Mapuches, on a essayé de voir ce que le gouvernement français pouvait faire et visiblement pas grand-chose. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a eu comme sentiment, mais en tout cas, au moins, on a fait en sorte que cette délégation ne passe pas totalement inaperçue pour ce qui concerne le gouvernement français, et que l'on sache bien que nous étions au Chili, nous comme eux, et que si nous étions chacun de notre côté, défendions pas les mêmes valeurs, et que ces valeurs-là, ma foi, nous allons continuer à le faire après coup. Peut-être Brolio, Rodrigue, je sais pas, Brolio. Bon, bonsoir. Et effectivement, j'étais à Santiago cette fois-ci, mais pour des raisons de travail professionnel. Donc, j'ai couvert la partie du sommet officiel. Et je voudrais revenir très brièvement sur quelque chose qu'a dit Fabien, qui me semble intéressant. Lorsque, en 2003, on avait fait la première réunion à Guadalajara, Mexico, et suite à c'était le troisième sommet Union européenne-Amérique latine, il n'y avait qu'un seul accord entre l'Union européenne et l'Amérique latine, c'est-à-dire l'accord Union européenne-Mexique. Nous sommes arrivés là, cette année, janvier dernier, au 7e sommet Union européenne-Amérique latine, et les résultats sont clairs. L'Union européenne a réussi à faire passer l'accord avec le Chili, a réussi à faire passer un accord avec la Colombie, un accord avec le Pérou, un accord avec l'Amérique centrale. Il ne reste pour l'instant que les pays du Mercosur, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil, Paraguay, Uruguay et maintenant le Venezuela, l'Équateur et la Bolivie. Donc, je crois que c'est important d'avoir ça en tête, parce qu'en même temps, ce 7e sommet, effectivement, était axé sur la question des investissements, soi-disant pour un développement durable, soutenable et humain, social. Il y avait 61 délégations, les 33 pays de l'Amérique latine plus les pays de l'Union européenne, avec quelques absences assez remarquées. Côté Amérique latine, notamment le cas du président du Paraguay, c'était le gouvernement chilien qui avait demandé de ne pas être présent, bien évidemment Hugo Chávez, et côté européen, deux absences remarquées, notamment effectivement le cas de Hollande et le cas de Mario Monti de l'Italie. Or, il me semble que c'est intéressant de se rappeler dans quelle conjoncture se présente ce 7e sommet. Bien évidemment, c'est une situation de schémas divergents, au moins à court terme, entre un et l'autre continent. Côté Amérique latine, vous le savez bien, tous les jours, on nous dit que l'Amérique latine va bien, qu'elle est en train de vivre son meilleure décennie depuis des décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et côté de l'Union européenne, ils nous disent, bon, la situation c'est des crises, il faut faire des ajustements, il faut réduire les déficits publics. Donc ces discours, on les connaît bien. Et au milieu, la présence notamment d'Angela Merkel et de Mariano Rajoy, c'est-à-dire le président du gouvernement espagnol, plus Van Rompuy, que c'est le président du Conseil européen, plus José Manuel Barroso, que c'est le président de la Commission européenne, qui a mené la charge en permanence pour insister sur la question de nous sommes ensemble à peu près un peu plus d'1 milliard d'habitants,
c'est-à-dire l'Union européenne plus l'Amérique latine, de personnes. Et l'Union européenne a investi, le stock d'investissement de l'Union européenne en Amérique latine, c'est à peu près 600 milliards d'euros. Nous sommes assez considérables, effectivement. Et nous sommes les premiers partenaires en termes d'investissement en Amérique latine. L'Espagne a investi les 10 dernières années à peu près 40 milliards d'euros en Amérique latine. C'est le premier investisseur côté Union européenne. Et nous avons besoin aujourd'hui de renforcer les investissements pour que l'Amérique latine puisse, dans la mesure du possible, aider l'Union européenne à sortir de la crise. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des règles claires pour les investisseurs, pour les entreprises, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir ouverture totale aux investissements, première chose, liberté de répatriation des capitaux à tout moment, pas de mesures protectionnistes, bref, un discours qu'on connaît de manière assez générale, mais ce qui est assez surprenant, ou ce qui était surprenant, c'est que c'était notamment Barroso et Van Rompuy qui ont insisté à toutes les occasions sur ça. Quand je dis à toutes les occasions, il faut prendre en considération qu'il n'y avait seulement les sommets officiels. Avant les sommets officiels, il y a eu les sommets de pouvoir juridique des hommes du côté. Il y a eu un sommet académique avec des universités, 230 universités et européennes et de l'Amérique latine. Il y a eu les sommets des parlementaires entre les parlements européens et les parlementaires de l'Amérique latine. Il y a eu le 4e sommet des entrepreneurs, Union européenne d'Amérique latine. C'était très intéressant. Il y avait plus de 300 chefs d'entreprise, de moyennes et petites entreprises surtout, que c'est pathétique parce que tout le monde disait, monsieur, on voudrait dire à Mariano Rajoy qu'il fait le bon chemin, qu'il est en train de faire les devoirs, comme ça se doit, et que, bien évidemment, on le soutient parce qu'on sait qu'il va réussir dans son chemin. Quand on voit la catastrophe qui est en train de se perfiler en Espagne, on peut bien imaginer de quoi s'agit-il. Bien. Et quelles sont les conclusions, les principales conclusions de ces côtés officiels? Il y a eu, elle est disponible sur Internet, quelque chose qui s'appelle la déclaration de Santiago. C'est une déclaration de 48 points, divisée en 4 chapitres. Un assez général, c'est sur la question d'un nouveau dialogue entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Il faut se rappeler qu'en 2010, suite au sommet de Madrid, un des accords, c'était de lancer une nouvelle alliance stratégique entre l'Union européenne et l'Amérique latine, donc toute une première partie pour rappeler ce qu'est le dialogue, les accords, les intérêts communs que partagent l'Union européenne et l'Amérique latine. Un deuxième chapitre sur c'est ce qu'il s'appelle les valeurs et les positions communes à l'Union européenne et l'Amérique latine. Le troisième, c'était sur... Attendez que je ne regarde plus, je ne vois même plus ce que j'écris là. Sur les nouveaux processus d'association et une nouvelle stratégie birégionale et finalement une alliance pour le développement sustentable, la promotion des investissements de qualité sociale et de préservation du climat. Bien. Et il y a des choses qui sont intéressantes. La première question, c'est il y a dans le deuxième chapitre du dialogue, il y a le point 8 qui a été signé et par les présidents européens et par les présidents de l'Amérique latine, que c'est sur le terrorisme, et contre toute forme de terrorisme dans toutes ses formes. Ça me semble intéressant de souligner ça pour une raison. Et vous savez bien que, vu la loi de Pinochet au Chili, bien évidemment, tout ce qui a à voir avec les revendications du peuple mapuche sont comparés ou sont faits comme si c'était des actions terroristes. Vous savez bien qu'au Pérou, actuellement, suite aux mouvements qui se sont développés au Pérou contre les mines, M. Humala a accusé, a signalé divers mouvements comme d'être terroristes. Donc, lorsque dans la déclaration officielle est inclus un point, ou il y a eu un point sur le terrorisme, la lutte contre le terrorisme dans toutes ses formes et n'importe où, on peut s'attendre à des
surprise dans un délai pas très longtemps. Deuxième question que c'est important de souligner, c'est les points au chapitre 4, tout ce qui a à voir aux investissements, sur un rappel à la question du développement sustentable, la responsabilité sociale corporative des entreprises, qu'il faut respecter les droits humains, qu'il faut respecter les droits de la femme, l'équité, mais en même temps que, évidemment, pour sortir de la crise, il nous faut plus que jamais aller au fond avec la reproduction des accords de libre-échange, tel que s'est passé avec la Colombie, tel que s'est passé avec le Pérou, avec le Mexique, avec le Chili, et maintenant avec l'accord du Mercosur, du pays du Mercosur, pour relancer les négociations Mercosur-Union européenne. Et ça, à l'initiative du Brésil, notamment, à l'initiative du Brésil. Donc, et troisièmement, c'est la revendication de la mise en place d'un dit mécanisme des investissements pour l'Amérique latine qui sera centré sur la question des infrastructures. Là, bien évidemment, les discours aussi, on les connaît, c'est il n'y a pas en Amérique latine suffisamment d'argent, donc il faut que les États n'ont pas suffisamment d'argent, il faut que les investisseurs privés puissent participer de tout ce que sont les travaux d'infrastructure, c'est-à-dire les partenariats publics-privés, les PPP, partenariats publics-privés. Bien, ça c'est grosso modo, me semble-t-il, les aspects qu'on peut souligner de ce sommet. Après, il y avait, Fabien l'a dit, c'était la première fois où, en fait, ce n'était pas un sommet Union européenne-Amérique latine, mais un sommet Union européenne-CELAC. La CELAC, c'est-à-dire, c'est la communauté économique latino-américaine, qui vient de fêter, si on peut le dire comme ça, son premier anniversaire. Et on a eu droit à un débat au sommet de la CELAC, suite au sommet Union européenne-Amérique latine. Le lendemain, il y a eu le sommet de la CELAC. Et tout ça a été transmis, bien évidemment, en circuit fermé pour les journalistes. Et c'était très intéressant, me semble-t-il. C'était la chose la plus intéressante, autres les interventions de Barroso, Van Rompuy, etc. Et c'était intéressant pour plusieurs raisons. La première question, c'est que cette idée-là de que maintenant nous sommes une Amérique latine, c'est complètement fausse. Ça, c'est évident, ça, c'est des pipeaux, et il faut combattre cette vision-là. Et c'est là pour une raison simple. Il est évident qu'au-delà du corpus institutionnel CELAC, il y a des intérêts très divers. Ça, c'est clair. Plus que jamais en Amérique latine, les divers pays avancent de manière différenciée. Je vais donner quelques exemples. Vous avez d'un côté le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Chili, qui l'année dernière se sont mis d'accord pour lancer l'Alliance du Pacifique. Cette Alliance du Pacifique, c'est une vision qui dit, bon, maintenant, où il y a le plus de possibilités de développer des accords de libre-échange et des marchés, c'est vers le Pacifique, c'est avec la Chine, c'est le Japon, etc., toute l'Asie du Sud-Est. Donc, il faut aller vers ces marchés-là. Okay. En même temps, vous savez, d'un autre côté, les pays qui font partie de l'ALBA. Okay. Il y a eu, lors du sommet du CELAC, plusieurs présidents qui ont intervenu pour remercier le Venezuela de ce qu'ils avaient fait en termes de soutien de Petrocaribe, c'est-à-dire l'organisation qui facilite, qui vend du pétrole ou qui permet des échanges de pétrole par des marchandises ou par des accords commerciaux avec 13 autres pays de l'Amérique latine, notamment des pays du Caraïbe. Ensuite, vous avez le Mercosur, avec une autre dynamique complètement différente. Après, vous avez la Bolivie, avec une autre dynamique complètement différente. Donc, je veux dire par là, l'idée de la CELAC, et vous pouvez consulter, parce qu'il y a eu aussi la déclaration finale de la CELAC, c'est 48 points, c'est 12 pages de ce qui est de bien, ce qu'on félicite les uns les autres, mais moi, mon particulier point de vue, c'est que vraiment, plus que jamais, il n'y a pas vraiment un projet d'unification des intérêts en l'Amérique latine. Et je crois qu'à ce niveau-là,
José Mujica, le président de l'Uruguay, l'a signalé correctement. Il a dit, nous sommes unis ici pour une raison simple, ce n'est pas les intérêts communs, c'est la peur qui nous unit. C'est la peur à voir comment il y a des autres marchés qui sont en train de se développer au niveau international. Bien évidemment, c'est un pas en avant, parce qu'avant, on ne pouvait pas se parler. Maintenant, au moins, on est capable d'accepter les idées des uns des autres. Mais je crois qu'il a raison, en une bonne partie sur ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet politique commun en Amérique latine. Il y a eu des exemples assez pathétiques. Par exemple, l'intervention d'Evo Morales. Evo Morales, comme vous savez, la Bolivie, depuis des années, depuis plusieurs siècles, se bat contre le Chili pour se faire, disons, pour pouvoir accéder, avoir un accès, une voie d'accès vers la mer, suite à la guerre del Chaco. Bon, il a fait, du Pacifique, pardon, effectivement, pas du Chaco. Il a fait une intervention dans laquelle il remerciait le président Santos de la Colombie, de la solidarité de la Colombie. Il demandait aux FARC de laisser les armes. Il faut suivre ce qu'est en train de vous dire le président Santos. Il faut savoir que la lutte armée n'a plus d'avenir. Un discours vraiment pénible. Et tout ça pour quelle raison? Parce qu'il voulait gagner le soutien de Santos dans son affrontement avec Piñera du Chili. C'est un peu ridicule tout ça. Et je crois qu'il faut le dire, ce type de choses. On ne peut pas avaler tout ça. Et au final de compte, il y avait aussi une intervention un peu lourde, c'était celle de Maduro, le vice-président de Venezuela, outre le fait qu'il a lu une lettre interminable de Chávez, 17 pages, c'était 17 pages qui a lu la salutation de Chávez. Vraiment, c'était un discours vide complètement. C'est-à-dire, à la place, me semble-t-il, d'aller vraiment à ce que sont les problèmes centraux qui posent aujourd'hui la crise en Europe et la reconfiguration politique qu'on est en train de vivre au niveau international, c'est un discours complètement vide pour, disons, se vanter des soi-disant acquis de la révolution vénézuélienne au Venezuela, la révolution du XXIe siècle. Je crois que ça aussi, me semble-t-il qu'il faut, en tout cas, discuter sur ce type de situation. Et je crois que, bon, on aura à suivre ce type de débat pour une raison simple. Aucun des présidents de l'Amérique latine a mis en question le problème des accords de libre-échange, des rapports tels qu'ils se passent aujourd'hui avec l'Union européenne. Aucun a parlé de ça, même pas Raúl Castro, même pas. Chacun dit, bon, oui, il faut aller vers un nouveau système, mais au-delà de ça, personne n'est capable de dire un peu plus, aller un peu plus en avant de ça. Donc, je crois que pour éviter des déceptions à l'avenir, je crois qu'il vaut mieux poser les choses claires, telles que ça se passe en Amérique latine, et on verra qu'est-ce que ça donne. J'ai fini avec une chose qui me semble intéressante. Et plus que jamais, on va faire face en Amérique latine à une offensive de l'Union européenne en faveur de ces transnationales, de ces entreprises transnationales. Avec l'idée très simple, c'est maintenant on est des partenaires égaux. Ça, c'est le discours aujourd'hui. C'est-à-dire, l'Amérique latine aurait, à un moment donné, dépassé son stade de subcontinent sous-développé, comme vous voulez l'appeler, pas développé en tout cas, donc on est des partenaires égaux. Sauf que lorsqu'on parle de partenaires égaux, ça veut dire que les conditions sont égales. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est-à-dire, il faudrait être vraiment naïf pour imaginer que le Costa Rica, le Guatemala, Haïti, Bolivie, Pérou peuvent participer d'égal à égal avec n'importe quel pays de l'Union européenne, même avec ceux qui sont en crise aujourd'hui. C'est impossible. Les niveaux de développement sont complètement différenciés, et ça, il faut l'avoir dans la tête pour ne pas tomber dans la naïveté. Donc, voilà la question. On va, ici en Europe, comme Fabien l'a dit, le prochain sommet aura lieu en 2015 à Bruxelles. Il faut se rappeler que d'ici là, il y aura pas mal de sélections en Europe, mais aussi en Amérique latine,
Il faut se rappeler que l'année prochaine, il y aura aussi des élections au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer d'ici là, et au niveau institutionnel, et au niveau des mouvements sociaux. Et je crois qu'il faudra profiter pour, effectivement, pour, éviter que la crise qui aujourd'hui frappe l'Europe continue à faire les dégâts socio-économiques qu'elle a provoqués ici et qu'évidemment, tôt ou tard, auront des répercussions en Amérique latine. Alors, j'essaye expérimentalement d'ouvrir ton fichier, mais visiblement, il a un problème. Si tu le mets sur le bureau, peut-être il est trop... Attends, je te laisse démarrer. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, un petit bilan sur ces 7 semaines, je dirais, parce qu'il y a eu une préparation avant, aussi il y a eu des rencontres en tant que société civile. Et puis en tant que société civile, on s'est vu plutôt du côté de la rencontre des peuples que de la rencontre officielle, où il y avait une participation, mais était minime, et comparé par exemple aux autres intérêts, aux autres lobbies qu'on pouvait voir sur place. Mais pour aller directement au résultat, nous on a regardé suite à la publication de la déclaration officielle, on s'est rendu compte que sur les différents points qui étaient exprimés, et la notion de développement durable venait, ou soutenable venait s'est répété énormément. D'ailleurs, je voulais vous montrer une petite image, mais si ça passe pas, c'est pas grave, où on a récupéré les 50 mots les plus répétés de la déclaration officielle. Et ce qu'on voit, c'est que les mots développement soutenable apparaissent vraiment en grand, très très grand, et on a d'autres mots tels que commerce, négociation, on a liberté et non échange, etc. Donc, et ce qu'on a retenu en tant que groupe, notamment ceux qui travaillent sur la question de l'eau, c'est que les points 7 et les points 42 de la déclaration officielle étaient un peu nos seuls points d'ancrage, ou nos points, on va dire, pour pouvoir demander plus tard des comptes à ces deux blocs qui sont plutôt des blocs économiques, parce que c'était ça la finalité de cette rencontre, et qui sont justement le point 7 qui parle de respect des droits humains, qui parle de respect des accords qui ont déjà été signés, et les points 42, qu'on soupçonne la Bolivie de l'avoir pas mal travaillé, qui parle de la mer-terre, donc qui parle de l'importance des écosystèmes. Donc vous pouvez imaginer les Européens là en train de signer un document où c'est marqué la mer-terre. Bon, il y a eu quand même des négociations qui ont dû jouer pour que ça puisse exister aujourd'hui. Donc, ce sont deux points sur lesquels nous entendons d'ici là et continuer à travailler, rappeler à souhait, parce que si bien le mot-clé, ça on l'a vu dans la presse chilienne, ça a été quelque chose qui a été martelé par tous les médias, tous les journaux, sans exception, de droite à gauche, en passant par les journaux sur Internet, qui parlaient tous de la sécurité juridique des investissements européens, bien sûr, parce qu'il parlait des investissements européens, pas des investissements latino-américains en Europe, car sûrement il y en a quelques-uns, mais c'est pas ça c'est la caractéristique principale des échanges commerciaux. Donc ce qu'on voit, c'est que ce qu'on demande, c'est qu'on sécurise, comme on disait. Ah, t'as réussi? Super. Est-ce que je peux me mettre là? Comme ça, je peux jouer avec l'autre. Tiens, je prends l'autre. Bien sûr. Bon, je ne vais pas vous passer tous ces PowerPoint parce que bon, c'est un PowerPoint qu'on a fait justement un peu dans une réunion bilan au monde diplomatique à Santiago du Chili, et on travaillait justement sur toute la question de la problématique à l'occurrence, c'était la question de l'eau. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est la déclaration finale. Donc ça, c'est les sommets. C'est la gouvernance mondiale de l'eau. Ce qu'on va voir. Ça, je vais m'arrêter un tout petit peu là parce que quand même, c'est dans ce on appelle la cordillère des sommets, donc, qui ont construit les droits à l'eau. Et il y a notamment deux que vous voyez là. C'est en 97,
en 77, pardon, la première conférence des Nations Unies sur l'eau bien commun. Donc là, on définit l'eau en tant qu'un bien commun, vous voyez. Et après, en 92, on voit, si vous voyez là, la conférence de l'ONU sur l'eau qui a eu lieu à Dublin. À ce moment-là, on parle de l'eau en tant que bien économique. Et un tout petit peu avant, on voit qu'il y a la chute du mur. Donc, si vous voulez, la gouvernance mondiale de l'eau à ce moment-là, c'est bien affirmé suite à la chute du mur en tant que l'eau bien économique. Mais en juin, si je ne dis pas de bêtises, oui, en juin 2010, à l'Assemblée générale de l'ONU, on parle maintenant de l'eau en tant qu'un droit humain fondamental. Vous voyez un peu l'évolution? Mais ce sommet que CELAC UE a eu lieu dans un endroit dont on parle volontiers, qui a mis en place le Chilean Way. Ce fameux Chilean Way qui n'est rien d'autre que la privatisation de tout ce qui sont les droits. C'est le marché au-dessus de l'intérêt commun. Et c'est une utopie qui pense qu'à travers les marchés, tout le monde va pouvoir arriver à un niveau de développement et bien sûr qui ne prend absolument pas en compte la variable environnementale. Et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de se rattraper à travers de ces sommets où on voit les termes de développement durable bien marqués. On parle des responsabilités sociales, sociétales, environnementales des entreprises, en sachant que quand on voit agir les grands groupes sur les terrains, et là je pense notamment à Cayman, avec un groupe chilien avec des capitaux japonais qui a vraiment saccagé tout l'écosystème et la population qui va avec, au nord du Chili, ou à Cajamarca, ou la Barrique-Gold avec ses projets transfrontaliers. Le Chili et l'Argentine ont tellement du mal parfois à s'entendre, mais pour un projet minier transfrontalier, il n'y a eu aucun problème. Ils sont signés, Nestor Kirchner et Ricardo Lagos, si je ne dis pas de bêtises, ont mis la signature sans problème. Donc on se retrouve avec... où je vais en venir, on se retrouve avec un double discours. Le discours, c'est lui qui est marqué sur les papiers, les principes et autres, mais la réalité est autre chose. Donc là-dessus, il faudrait qu'on mette une balance. Imaginons qu'on a une grosse balance ici, et on va mettre au-dessus justement cette notion de développement durable. D'une part de la balance, on va retrouver l'Europe, et de l'autre part, l'Amérique latine. Quand on voit par exemple qu'en Europe, là, si le système de gestion de l'eau est fait d'une façon telle qu'on a en Europe des bassins versants qui sont gérés par des agences de l'eau, qui sont des agences soit à l'intérieur d'un pays ou des agences internationales, qui ont un budget assez important qui leur permet de pouvoir fonctionner et de pouvoir gérer l'eau dès sa naissance jusqu'à son issue en mer et c'est un instrument magnifique. Quand on voit comment il fonctionne, on se dit, en Amérique latine, on aurait besoin de quelque chose comme ça. Mais le développement durable en Amérique latine, et au Chili, en Colombie, en Équateur, etc., et au Venezuela, au Mexique, et j'en passe, et ce n'est pas ça. C'est autre chose. Donc le développement durable devient presque une affaire des entreprises maintenant. C'est le commerce qui va faire le développement durable. Mais comment voulez-vous que ces entreprises-là puissent mettre le développement durable en application lorsque c'est le même développement durable qui va freiner leur système actuel de production? Lorsque, imaginons une mine quelconque en tête des bassins versants, vous voyez là où se trouvent les neiges, là où vraiment arrive l'eau la plus pure. Bon, ce sont ces minières qui se servent de cette eau-là extrêmement pure, tandis que la population en général n'a rien. Avec une augmentation, par exemple, des cancers dans la population. Ça, on le voit souvent à cause de l'extractivisme, mais pas seulement, à cause aussi de l'agriculture extensive, intensive, soit celle du soja, du pain, de l'eucalyptus, et j'en passe. Donc, d'un côté, on a une Europe qui a des instruments juridiques et qui permettent de pouvoir aller au plus près de ce que pourrait être un développement soutenable, même s'il y a des ratés, comme on le voit à Nantes avec l'aéroport des héros, et comme on le voit bien justement avec des gros projets qui sont des projets parfois inutiles, mais que ne prennent non plus en considération l'environnement, car cet aéroport-là, on va les mettre où? Sur un système, comment on appelle, humedal. Non, c'est pas une nappe phréatique, c'est un humedal. Le point, c'est l'éponge de la nappe phréatique. C'est-à-dire que c'est par là qu'il filtre l'eau et que la nappe phréatique peut se nourrir. Et sachant aussi, puisqu'on est en France, que 60% de l'eau qu'on boit
dans notre robinet vient des nappes phréatiques. Vous voyez? Donc, on a des systèmes juridiques qui sont extrêmement intéressants, qui pourraient servir là-bas. Mais là-bas, si on essaie de les appliquer, parce qu'on a essayé d'appliquer ces systèmes de bassins versants qui a été mis en place en Europe. On a essayé, par exemple, au Chili, dans le Valle Copiapó. Aujourd'hui, le Valle Copiapó n'existe plus. Mais on a essayé de l'appliquer. Parce que comment voulez-vous que des intérêts si asymétriques puissent s'entendre sur une ressource, à l'occurrence l'eau, qui est limitée dans une région aride? Ça veut dire quoi? Et sur un système de marché, qui veut dire que celui qui a les sous, celui qui a les moyens de pouvoir se payer l'eau, c'est celui qui va avoir accès. Donc le petit paysan et les personnes qui ne sont pas rentables, qui n'ont pas de sous, ne sont pas prioritaires pour le marché. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver de plus en plus des multinationales qui vont s'accaparer l'eau sous cette idée, cette idéologie, cette utopie que le marché va pouvoir gérer aux merveilles et tout ce qui sont les intérêts ou les biens communs. Alors, il y a un mot-clé là qui j'aime bien, c'est... Vous savez que la Banque européenne d'investissement, c'est la banque qui est la plus grosse banque d'investissement au niveau mondial. C'est une banque qui a à peu près 2 fois le budget de la Banque mondiale, pour que vous ayez une petite idée. Et c'est une banque aussi qui nous appartient aux Français. Car 14% de son capital, c'est un capital, c'est de l'argent public français, c'est nos impôts. Alors, cette Banque européenne d'investissement a obtenu, il y a, je crois que c'était en 2010-2011, l'autorisation pour pouvoir aller investir en Amérique latine. Et là, on se retrouve avec justement CELAC, UE, qui se développe, avec une banque qui va arriver en force en Amérique latine, qui n'investit pas sur des petits projets, ce sont des prêts, et qui a l'idéologie du partenariat privé-public. Qui n'est rien d'autre que la privatisation du pouvoir public, PPP. Donc et pourquoi on le dit? C'est parce que, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de financer des projets productifs qui sont des projets menés par le privé avec des fonds publics et dans l'intérêt privé, et souvent, comme ce qui a été expliqué ici, notamment par Fabien, avec l'impact que ça génère au niveau des populations, au niveau des droits des populations, au niveau des droits et de la nature. Si on prend les droits de la nature qui sont promus par la Bolivie. Donc, vous voyez cette balance dont on parlait, cette balance-là, et il ne va pas en faveur de l'Amérique latine, malheureusement. Il va en faveur d'un certain secteur de l'Amérique latine, mais pas au niveau de tout le monde. Parce que ce n'est pas, je le dis souvent ça, en étant chilien, en étant latino-américain, ce n'est pas les méchants européens qui vont en Amérique latine coloniser ces gentils latino-américains qui voilà, ils se font avoir encore une fois, comme l'histoire l'a toujours répété. Non, il y a des latino-américains là-bas qui crient, qui demandent, qui souhaitent qu'ils viennent. J'ai eu l'occasion de m'entretenir pendant ce séjour-là avec plusieurs députés et sénateurs chiliens. Ils disaient oui, mais là en Europe, maintenant que vous êtes au niveau que vous êtes au niveau du développement auquel vous êtes arrivés, et vous venez nous dire à nous de ne pas nous développer. Mais sinon, on souhaite se développer. Et on souhaite aussi avoir une bagnole et que tout le monde ait Internet et pouvoir vivre au niveau des vies que vous vivez. Mais qu'est-ce qui se passerait si l'Amérique latine se met à vivre au niveau de l'Europe, ou des États-Unis, ou du Japon? On aurait besoin de 5-6 planètes. On aurait besoin de 5-6 planètes. Donc, et pourtant, il y a au niveau latino-américain une élite économique. Il y a aussi, j'ose même pas dire seulement une élite économique, aussi il y a des syndicats, des travailleurs, qui sont là, une petite ville sur la côte, à côté d'une grosse industrie du charbon et une thermoélectrique, et Ventanas, etc., ont des indices, des taux des cancers, mais qui dépassent longuement la moyenne du pays. Mais bon, ça on verra après. Maintenant, c'est tout de suite le travail, la production. Mais les impacts que ça puisse générer, on le verra plus tard. De toute façon, comme disait Daniel Mitterrand,
Après moi, le déluge. C'est comme ça qu'il parle, dit-elle. Après moi, le déluge. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là où je voulais venir. Je suis désolé, je vous fais passer toutes les autres diapos. Mais ce n'était pas l'objet. Donc, c'est ça. C'est le point que je parlais tout à l'heure du point 46, donc la déclaration officielle. Développement soutenable. Et, non, 47 points, déclaration officielle, pardon. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, et ça, c'est la déclaration officielle. C'est les 50 mots les plus répétés, la déclaration officielle.